Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo. Aujourd'hui, on va faire le récap de Paris-Nice de Tirreno Adriatico parce que, pour mettre dans le contexte, j'étais en vacances en Italie et j'ai pas pu me passer des courses, honnêtement. Donc ça veut dire que j'avais un horaire très très compliqué où soit j'étais en train de me balader dans les rues et que j'avais mon téléphone en main pour regarder les courses, soit je sortais en journée et pour revenir l'après-midi à mon B&B et regarder les courses. Hein. Ou parfois même j'étais tout simplement dehors en soirée en fait pour passer l'après-midi à regarder du vélo. Et honnêtement ça m'a... j'ai profité de mon voyage quand même, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en même temps j'ai pas regretté parce que les courses qu'on a eues cette semaine étaient vraiment assez folles et intéressantes. Chacune dans son contexte et chacune a su proposer une course belle et très captivante. Donc ouais, j'ai envie d'en parler et je vais mettre en avant quelques coureurs aussi qui m'ont impressionné, enfin ont pris du niveau par rapport aux dernières saisons, qui ont pris du niveau par rapport aux dernières performances et qui méritent un peu qu'on parle d'eux. Petit point avant de parler des courses et des coureurs en général, c'est un petit point négatif sur le parcours où on sent que sur les deux courses, qui sont les grosses courses par étapes du début de saison, c'est qui annonce vraiment que la saison a commencé où t'es vraiment dans le mou, quoi, enfin en plein dans la saison. Et ben en fait, on n'a plus trop ces étapes pour sprinters, ce qui fait que on a des plateaux de sprinters assez réduits sur les courses où, en fait, bah, Paris-Nice, il n'y a qu'une étape qui est vraiment pour sprinters et le reste, c'est des plateaux, enfin, c'est des profils assez sprinters, punchers qui passent les bosses, mais qui sont pas des purs sprinters, des gros monstres de vitesse. Par exemple, tous les gros sprinters du peloton, donc que ce soit Magnier, Philipsen, Milan, Lund Andresen, étaient sur Tirreno Adriatico. Et même là, bah, ces coureurs-là ont eu deux chances de s'exprimer. Mais deux chances sur une course par étape de 7 jours, ça va, c'est la norme. Paris-Nice, il y a une seule étape pour les purs sprinters en 8 journées. C'est trop peu. Donc, ça, c'est le point négatif. Point positif, c'est comme j'ai dit, il y a quand même eu du spectacle, il y a quand même eu des courses intéressantes des deux côtés. Et sans plus attendre, on va commencer avec l'Italie, Tirreno Adriatico, où il s'est passé déjà un premier chrono qui a été basique, hein. C'est le chrono qu'on connaît de toujours, le Lido di Camaiore. Et en fait, Filippo Ganna qui met 22 secondes au deuxième, que tu sens un peu plus fort que les années précédentes, peut-être un peu plus concentré sur ses performances en chrono. Ça fait du bien, et ça montre aussi la forme dans laquelle il est avant d'arriver sur Milan-San Remo, car c'est sûrement un de ses gros objectifs de la saison. On sait qu'il a déjà fait deux fois podium de Milan-San Remo, donc voilà. Là, je pense qu'il a montré qu'il était fort, quoi. Ensuite, on a eu cette première étape en ligne avec qui finissait un peu en gravel où bah, ça s'est joué sur un gros sprint à trois entre Van Der Poel, Del Toro et Pellizzari. Et l'animation de l'étape était vraiment folle parce que ça ressemblait à rien, honnêtement. Pas rien dans le sens où c'était le chaos et que c'était pas beau à voir. Dans le sens où ça ressemblait à rien parce que tu en avais de partout. T'avais les gars qui essayaient de rattraper, t'avais les gars qui faisaient des petites erreurs de technique sur le gravier. C'était vraiment une course intéressante et au final, bah, t'as tous les profils qui se retrouvent là sur, en train de jouer la gagne. Entre Van Der Poel, le mec de classique, Del Toro, le gars un peu complet, on va dire, et Pellizzari, le grimpeur. Et à la fin, bon, c'est Van Der Poel qui gagne au sprint. Ça, c'est. Et encore, ça s'est pas joué à grand chose parce que Del Toro, ben. Ah, j'ai l'impression qu'il a un peu bloqué, un peu gêné sur ce final. Et ouais, je sais pas si c'était une ligne droite jusqu'à la fin, je pense que Del Toro pouvait encore repasser Van Der Poel. Donc, alors que c'est Del Toro qui emmène tout le monde de base. Donc, franchement, c'est une étape qui a bien lancé le truc.
Ensuite, on a une étape pour sprinter. Et encore, étape pour sprinter, bon, c'était comme du dénivelé. Et à la grande surprise, c'est Tobias Andresen qui s'impose devant Denis Philipsen Magnier. Milan fait un sprint kata, où il finit septième. Et ouais, Andresen qui vient se coller au meilleur sprinter du monde, qui vient qui vient battre les trois meilleurs sprinters, on va dire, en activité, tant que Koy et Merlier ne sont pas disponibles. C'est Decathlon vraiment en train de faire quelque chose de grand parce que Lund Andresen, qui est peut-être le deuxième sprinter de l'équipe, soit capable d'aller battre les meilleurs sur la rare occasion qu'il va avoir pour sprinter. Ça redistribue peut-être un peu les cartes de l'équipe et peut-être que ça va être un Lund Andresen qu'on enverra sur le Tour plutôt que sur le Giro et Koy sur le Giro à la place du Tour parce que tant que Koy ne roule pas, bah, malheureusement, comment dire à Lund Andresen, bah, en fait non, tu vas pas sur le Tour pour aller sprinter les quelques étapes qu'il y a quoi. Et du coup, le problème avec ça, c'est que c'est tout le train qui doit être redéplacé. Ça, c'est un peu dommage parce que je pense que des mecs comme Kiesbol, on le verra sur Paris-Nice, ben, méritent quand même d'avoir un petit spot sur le Tour de France avec les résultats qu'ils font en tant que poisson pilote, enfin, en tant que sprinter, pardon, alors que ce sont censé être des poissons pilotes. On enchaîne avec l'étape 4 où ça va être une étape. Ouais, c'est peut-être censé être une étape de transition, on sait pas. Enfin, en tout cas, avec quelques petites bosses à l'arrivée qui faisaient dire que bon, bah, des punchers pouvaient peut-être se démarquer et faire quelque chose. Sauf que, bah, au final, dans la dernière bosse qui était à 10 km de l'arrivée, tous les leaders, tous les grimpeurs punchers ont essayé de se la donner. Ce qui a donné que on s'est retrouvé avec un groupe de 14 à jouer la gagne. Dans les derniers kilomètres, bah, tu sentais que tout le monde avait un peu envie de mettre son attaque et c'est de partir solo. Ça n'a pas changé grand-chose. Et masterclass de l'équipe UE qui, à 1 km de l'arrivée, fait attaquer Kristen d'un côté et Del Toro de l'autre. Et tu sens que c'était pas coordonné. Tu sais pas si lequel des deux devait vraiment attaquer, mais mon petit doigt me dit que c'est Yann Christel qui fout la merde. Je. Instant, je sais pas. Je, je vois ce qui se passe depuis le début de saison, depuis le début de la carrière de ce mec. Je pense qu'Yann Christel a fait de la merde. Et voilà. En tout cas, ça sourit à Pellizzari qui va faire deux derrière Mathieu Van Der Poel qui s'impose encore. Mais Pellizzari vient récupérer le maillot de leader de ce Tirreno Adriatico. Et là, c'est la grande surprise parce que bah, Pellizzari, on le connaît comme un bon grimpeur, un mec de grand tour. Et surtout, il vient avec Primoz Roglic sur la course. Tu savais même pas si c'était lui ou Roglic le leader prévu. Et même pour être honnête, bah, comment dire. Ouais, Pellizzari, ça fait que depuis cette saison qu'il est bon sur les parcours un peu plus accidentés, un peu plus de classic men. C'est Pellizzari, on l'a vu gagner une étape sur la Volta, on l'a vu être bon sur l'école, sur le Giro. Mais voilà quoi, c'est vraiment une des rares fois où on le voit bon sur des côtes assez courtes et sur des profils assez excitants comme ça. Et ensuite, ben, vient comment dire, la chasse de Del Toro, quoi, du coup. Vu que Del Toro n'est plus leader et que Pellizzari se retrouve dans sa position de leader. L'équipe Red Bull Bora a bien joué le coup, il y avait de quoi tenir et tout ça, il y avait de quoi protéger Pellizzari, il y avait Roglic en second leader qui était là, qui se mue en équipier de luxe même, je peux dire. Et bon, bah, l'étape a été dure pour Pellizzari, hein. L'étape 5, où Valgren déjà s'impose en échappée, en déposant à la Philippe au pied du dernier col. Et ça, c'est, je pense, la belle histoire de la semaine, Michael Valgren, qui, on connaît pendant plusieurs mois, a dû récupérer d'une grosse chute. Il a fait qui a peut-être fait réfléchir à une potentielle retraite. Pendant une saison, il s'est retrouvé dans l'équipe développement de l'équipe IF, Education Easy Post, qu'il a laissé le temps de récupérer, de revenir à un niveau plus stable. Et encore après, il a fallu encore une année ou deux pour que Valgren se réadapte. Mais là, ce que vient de montrer Valgren sur l'étape, en échappée,
non seulement c'est du solide, mais c'est monstrueux parce que sur la dernière côte, il a perdu maximum 20 secondes sur le groupe de favoris derrière. Donc, non seulement je suis impressionné par ce qu'a proposé Valgren, mais en plus de ça, connaissant le profil de Valgren, connaissant ses antécédents sur la route, je vous lance ma take. Je veux voir Michael Valgren champion du monde cette année. Le parcours lui convient totalement. Et c'est un coureur qui, on sait, est bon sur la longue distance. Je dis pas que c'est le meilleur, et je dis pas que c'est lui qui sera le meilleur à la fin. Par contre, il a une science de la course telle que sur 250 km de Québec, je pense que Valgren peut retourner la course. Je sais pas comment. Moi, en tant que DS, je ne saurais pas te dire comment je fais gagner Valgren. Mais je pense que lui, il a la réponse. Et je pense que, bon, ça dépendra forcément de Pogacar et tout ça, et des gros favoris. Mais Valgren, il y a vraiment de quoi le mettre champion du monde cette année. C'est avec la performance que j'ai vue là sur l'échappée, ce que j'ai vu sur l'estradé et ce que je vois depuis le début de saison avec Valgren, tu peux faire une montée en puissance telle que Valgren est champion du monde. Et ensuite derrière, pour les pour revenir sur les favoris, bah du coup c'était Del Toro et Jorgensen qui ont réussi à s'extirper du groupe derrière. Un Tobias Johannessen qui fait une très bonne semaine et qui lui aussi a toujours été dans les 3 ou 4 meilleurs du groupe, enfin des favoris. Et Pellizzari, du coup, qui a un peu plus craqué sur une étape qui lui convient beaucoup moins et qui perd le maillot de leader. Mais on l'a vu très vite à l'attaque à nouveau dès le lendemain. Et on essaie de mettre la pression à Del Toro, sauf que bon, bah, le parcours complète complètement à Del Toro, faut pas se mentir. C'est des cols assez courts, assez explosifs, tu as des arrivées au sprint, tout ça, t'as du gravel, t'as un chrono. Voilà. Del Toro a juste pas tapide son Tirreno Adriatico, mais il a confirmé en allant remporter son étape également en ayant le maillot de leader. Ça a dû lui faire plaisir, je pense, parce que bah, il était toujours dans les mieux placés, mais jamais vainqueur. Là, il a gagné l'étape. Jorgensen aussi fait un très bon Tirreno Adriatico, lui aussi était souvent bien placé et je pense que ça va lui faire du bien de ne pas avoir de classique Fondrel cette année, de se concentrer sur les boss. Pour le moment, ce début de saison, bah, il y avait toujours un mec plus fort que Jorgensen et Tirreno, bah, c'est pareil, il y aura encore un mec toujours plus fort que Jorgensen. Et du coup, on se retrouve avec un top 4 au général, constitué de Del Toro, Jorgensen qui passe Pellizzari sur les bolifs de la dernière étape, et Tobias Johannessen qui réalise un très bon début de saison. Moi qui parlais un peu de sa régularité, qui voulait qu'il montre plus pour un leader d'une équipe World Tour, ben, le début de saison de Johannessen est très très solide. Ensuite, dernière étape, c'est le sprint où il y a eu une grosse chute de Paul Magnier et de Jasper Philipsen, où Jonathan Milan réalise un sprint de quasiment 400 mètres pour s'imposer, c'est du jamais vu. Et deuxième, c'est Wolfsburg qui était dans sa roue aussi, qui réalise le même sprint d'un peu de 400 mètres. Enfin, c'est une folie, quoi. Juste en regardant ralenti, les mecs sont derrière de très loin et te réalisent une perf. Bon, t'es choqué. Donc Milan se rattrape un peu par rapport à son étape perdue la, sur les premiers jours. Le sprint mauvais qu'il avait fait où il finit 7ème. Ça rattrape un peu du coup la semaine de Milan, qui, au moment où je tourne le podcast, bon, on a appris, il est malade, il participera pas à Milan-San Remo. C'est un peu dommage. Maintenant, on sait quelques profils de Milan-San Remo, c'est compliqué aussi pour un Milan de s'en sortir. Donc, bon, je sais pas si c'est vraiment mal pour un bien. Peut-être qu'il va pouvoir aller se concentrer sur les classiques qui arrivent, notamment ben, Corvée Game, qui je pense est une course qu'il peut aller remporter. Et pour conclure avec Tirreno, parlons justement des coureurs qui m'ont impressionné. J'en ai listé 3 à 4. On va commencer avec forcément Pellizzari parce qu'on en a beaucoup parlé. Et à chaque coureur dont je vais parler, je vais à chaque fois voir un peu le calendrier qui arrive et lâcher une take sur le coureur. Quand je dis lâcher une take, c'est vraiment en mode
il y a quelque chose de prévu pour le coureur, il y a un calendrier, parce que quelle course il va performer, où est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il fait, podium, etc. Là, le but, c'est qu'on est en mars. Je pense qu'on a vu à peu près tous les coureurs du peloton s'exprimer. Les niveaux de puissance, on les a tous vus. Il y aura des variations forcément parce que tu en as qui ont prévu une forme à tel ou tel endroit. Mais il y a des choses qu'on peut voir déjà maintenant et où on peut se dire, ok, lui, il va arriver à ce résultat-là à la fin de l'année. Et Pellizzari, on en a parlé beaucoup depuis le début de saison. Là, je pense que Tirreno, c'est la confirmation de son niveau, de son état de forme qui est légendaire, qui est grotesque. Il a un programme très italien cette saison, avec Milan-Turin, Milan-San Remo. Milan-Turin vient de se terminer aussi au manche de la vidéo, il fait quatrième. C'est Roglic qui avait un peu plus de leadership sur la course cette fois, donc voilà. Il y a Milan-San Remo, où je sais pas trop le rôle qu'il aura, honnêtement. Maintenant, vu du début de saison, pourquoi pas être le gars qui vient embêter UAE en grattant les roues de Dento, tout ça. Ensuite, c'est Tour des Alpes, Giro, puis après, grosse pause, revient pour les Pays Basques, Burgos. Et il n'y a pas de Volta de prévu au programme pour le moment, à voir si c'est parce qu'il veut faire les championnats du monde ou pas. Et après, je vois qu'il y a les classiques italiens de fin de saison, donc voilà. Moi, ma take sur Pellizzari, j'ai l'impression que c'est pas non plus une take incroyable, mais pour moi, ça reste quand même un peu choquant. Je pense que l'Italien va faire podium du Giro. Alors que pourtant, la start list annoncée est solide avec du Vingegaard, du Félix Gall, du Almeida, etc. Pour moi, Pellizzari finira quand même podium du Giro. Parce que ce qu'il a montré sur des cols assez courts et la progression qu'il a eu là-dessus me fait penser qu'en haute montagne, ben, il sera aussi plus fort que ce qu'il a montré. Donc, il sera capable de suivre Almeida. Pourquoi pas Vingegaard aussi. Donc, Pellizzari, avec ce qu'il a montré début de saison, ouais, pour moi, c'est clairement podium du Giro. Et à voir du coup s'il va sur la Volta, mais on sait que la Volta pour l'équipe Red Bull Bora, c'est tout autour de Roglic. Et il faudra voir si les mecs ont envie de se sacrifier pour Roglic ou pas. Il faudra voir l'équipe qui aura là-bas. Deuxième coureur qui m'a assez impressionné sur ce Tirreno Adriatico. Et pour l'appel Tirreno Adriatico, c'est vraiment une course de pure puissance où bah, t'étais bon, t'étais devant, simplement. Et où il n'y avait pas de droit à l'erreur, il y avait pas de surprise, en fait, simplement. Deuxième coureur qui m'a impressionné, c'est un Italien encore. Et ça fait du bien pour le pays, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Italiens. Il n'y a plus beaucoup de gros cyclistes italiens. C'est Alessandro Pinarello, le grimpeur puncher de la NSN, finit 10e au général. Et lui aussi, son début de saison est assez sympa. Sur Algarve, il a été assez. Il s'est un peu montré. Il finit 12e au général. Et on sait que l'équipe NSN ben, a besoin d'un nouveau leader, on va dire. Parce que là, il y a eu la perte de Derek G, il y a eu la retraite de Woods, les retraites de Fuglsang. Enfin, je peux même aller continuer le troll plus loin en disant que Froome n'est plus dans l'équipe non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros manque de grimpeurs dans cette équipe, un gros manque de leadership en montagne. Et Pinarello réalise un début de saison assez solide, assez costaud. Je suppose qu'il ira sur le Giro. Il n'a participé qu'à un seul Giro dans sa carrière pour le moment. J'imagine qu'il y sera. Dans quel rôle, honnêtement, je ne sais pas. Je, je, je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'il peut faire un top 10, mais déjà récupérer une victoire d'étape, pour moi serait quelque chose de logique et de cohérent. Maintenant, s'il veut le faire jouer du classement général du Giro, honnêtement, pourquoi pas. Je me rappelle pas de ses antécédents en tant que jeune sur les courses type Tour de l'Avenir ou le Giro Next Gen. Il doit avoir du top 5 en Italie, mais sur le Tour de l'Avenir, je me rappelle pas l'avoir vu performer, donc je sais pas s'il est déjà prêt à faire 3 semaines de haut niveau pour jouer un top 10 au classement général. Ensuite, deux autres coureurs qui m'ont impressionné. Ouais, je vais faire un 2 en 1 parce qu'ils sont de la même équipe. C'est
les deux gars de la Jayco Alula, Alan Asserli et Andrea Vendrame. On va commencer avec Vendrame pour rester sur la vibe italienne. Honnêtement, ce mec, c'est une anomalie. Genre, tous les ans, il est plus fort, alors que le gars a dépassé les 30 ans. Et Vendrame, c'est un peu ce profil du gars un peu complet qui punch, qui sprint, qui s'est grimpé à de rares occasions. Mais là, ça commence à être un peu fou dans le sens où j'ai l'impression que vu qu'il est chez Tchéco Aloula et que pareil, c'est aussi l'équipe un peu en manque de leader, bah, qu'il arrive un peu à trouver cette marque et que quand il est protégé et qu'un rôle plus leader, il est capable de grimper aussi et de tenir un classement général. Par exemple, là, il fait 11e du classement général de Tirreno Adriatico. Derrière des très solides noms, derrière des mecs qui font top 10 de Grand Tour, des mecs qui font top 10 de classement général. Et sur l'étape où tous les punchers, enfin tous les grimpeurs se la donnent, ça finit genre à 15 et tout. Mais Van Damme est présent dans ce groupe-là et tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, limite? Qu'est-ce que Van Damme fout là? Son équipier Azerli, par exemple, faisait un très bon tirage Adriatico, il n'est pas dans le groupe là. Mais Van Damme est présent dans ce groupe où il n'y a que des grimpeurs, punchers de top niveau. Genre, ce mec est. C'est fou, quoi. Et Van Drabe, bah, quel take faire par rapport à ce coureur? Honnêtement, je sais pas, parce que il a déjà gagné des étapes sur le Giro. Il a déjà gagné quand ça grimpe. Il a déjà gagné un sprint. Ça... Ouais, il a déjà gagné tous les profils possibles, je pense, ce mec. On a même déjà vu que sur, sur des profils un peu flandriens, il était bon. Sur le profil Stradé, bah, Stradé, il a fait 16e. Je sais pas quel take avoir sur lui, si ce n'est que moi, ce que j'aimerais bien voir pour le Dramé, au vu du contexte de tout ça, j'ai envie de voir un peu un truc à la Van Dramé qui jouerait le maillot Chiclamen sur le Giro. Parce que il sprinte pas mal du tout. Et la Chelco est une équipe qui, de souvenir, n'a pas énormément de gros sprinteurs. Donc je pense que tu peux envoyer Van Dramé sur le Giro en tant que sprinter principal. Et en même temps, avec ses capacités en montagne et son analyse des échappées, etc., tu peux clairement le faire jouer à Chicamel, je pense. J'ai envie de. Ouais, j'ai envie de voir ça. Une année, tu testes comme ça, tu mets Dramé objectif Chicamel. C'est un truc qui peut totalement se faire pour moi. Et sachant que Matthews est out pour le moment, il se reviendra sûrement pour la fin de saison. Que Ackerman sera sûrement sur le Tour de France. Bah ouais, franchement, pour Dramé, objectif Chicamel sur le Giro. C'est un truc qui peut bien les coller. Et pour parler de son acolyte, du coup, Alan Attorney, c'est une petite belle surprise parce que bah, c'est un coureur qu'on connaît pas beaucoup. Il a déjà 30 ans et c'est sa deuxième année en pro à peine. Et il a réalisé déjà un très très bon chrono. Il finit sixième, ce qui fait que dès le départ, en fait, tu vois dans le classement au général, en fin de journée, tu te dis, ah ouais, il a tenu. Ah ouais, il a tenu là encore. Ah ouais, là encore, il a tenu. Et du coup, après même cette quatrième étape où Vendrametia ne lui tient pas, il est toujours dans le top 10 au général. Et tu te dis, ah ouais, Thierry, il y a quand même quelque chose à faire là. Et bon, bah, il finit très au général parce que les deux dernières étapes plus compliquées, il a pris son écart. Il finit 16e et 17e, hein, c'est pas mal, mais il prend son écart en termes de temps. Et au final, c'est 13e au général. Et pour un mec qu'on connaît vraiment pas et qui, bah ouais, il en a qu'à sa deuxième année en pro. Je sais même pas te dire qu'est-ce qu'il faisait avant, quel autre sport il pratiquait, qu'est-ce que... Quoi? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il sera sur le Giro, de ce que je vois. Il va faire la Coppi Bartali. Je pense que c'est une course qui peut lui permettre de faire des podiums d'étape, voire même s'imposer une fois. Ensuite, clairement, ben, le Giro, il faudra voir comment ça se passe pour lui. Il y aura encore Vendrame, je suppose. Il y aura quelques grimpeurs qui seront présents, donc à voir un peu comment ça se profile pour lui. Mais en tout cas, Atterley, c'était ma petite belle découverte de ce Tirreno Adriatico. Passons à Paris, la course du soleil, qui n'a connu que de la pluie, de la neige et du mauvais temps. Disons que c'est une course qui était assez intéressante à regarder parce que il y a eu cette fameuse étape
4 avec les bordures, la pluie, où tout le classement général a été chamboulé. Certains vont qualifier cette étape comme étant incroyable, exceptionnelle et tout. Elle l'était, mais je peux pas la classer comme étant une étape incroyable à cause du fait que il y a eu trop de chutes et de abandons et de blessures aussi sur cette étape. S'il y avait eu simplement eu des bordures et des équipes piégées, du fait que ça roule de partout et que t'en es un peu partout sur la route, j'aurais trouvé cette étape assez incroyable et voire même une des meilleures. Mais le problème, c'est que là, il y a eu beaucoup trop d'abandons entre Ayuso, entre les chutes de Romeo et toute l'équipe Movistar. La chute de Only aussi qui va provoquer son abandon 2 jours plus tard. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas ce jour-là. Même McNulty aussi, pareil, chute et abandon. Enfin, il y a eu beaucoup trop de cas sur cette étape pour vraiment qualifier ça d'étape incroyable. Mais bon, revenons sur le début de Paris-Nice, avec cette première étape qui était destinée pour un sprinter qui passe les bosses. Ceci dit, tous les sprinters ont passé les bosses, même Guilhermet, même Fretin, mais ils sont pas arrivés assez près et frais pour vraiment être dominants. Donc c'est Nico Parti qui va en profiter et s'imposer devant Vito Brat et Orlis Onar. Ensuite, on enchaîne avec une étape qui convient bien plus aux sprinters et où là, bah, simplement, qui s'impose encore sur cette étape. Ah oui, c'est Max Panther, oui. En fait, on s'attendait à une étape justement destinée pour Fretin ou Bini, qui justement bah, avec une occasion pour concrétiser. Grosse surprise, c'est Max Panther qui va s'imposer devant Lorenz Pitti et Jasper Stuyven. Fretin, je sais pas où il finit sur cette étape. Je pense qu'il est pris dans une chute où il est gêné par une chute qui est devant lui. Et Bini, c'est pareil. Et du coup, tu te retrouves par exemple avec les équipes de Bini qui font 7ème et 8ème à ski et Valensbrook. Mais ouais, grosse surprise avec la victoire de Max Panther qui vient gagner une étape en World Tour devant des bons noms. Je pense que ça fait longtemps, ça n'est peut-être même pas arrivé encore de gagner un World Tour. Je crois que c'est sa première World Tour, donc c'est des choses qui font du bien, je pense, pour un sprinter à 28 ans de gagner enfin. Canter, je le connais depuis un peu des espoirs, c'est un mec c'est un sprinter assez complet. C'est un mec qui a fait maillot vert sur le Tour de l'Avenir, parce qu'il sait passer des bosses, il sait sprinter, sait se placer, mais qu'il manquait de la pointe de vitesse. Et là, bah, tout était réuni, Astana a bien joué le coup, et Canter s'impose. C'est vraiment une belle étape pour lui. Ensuite, chrono par équipe, où Ineos s'impose. Vauclin est le dernier survivant, hein. Vous connaissez la règle maintenant des chronos par équipe que Paris-Nice adore faire, où c'est le premier arrivé à son temps et chacun après à son temps en fonction de quand il passe la ligne. Du coup, dernier survivant Vauclin, Olby prend juste 1 seconde et Little Trek finit à 2 secondes et c'est suffisant pour Juan Ayuso pour qu'il ait son maillot jaune grâce au bonus qu'il avait récupéré les jours précédents. Ensuite, en troisième position, vient la surprise Decathlon, qui est venu sans leader sur la course. Donc, il y a Dan Hull qui fait un chrono de malade, Prodom aussi. Et l'équipe avait plus Paris peintre de prévu sur Paris-Nice. Il manquait peut-être un vrai leader à cette équipe parce que je pensais que Prodom allait jouer le général ou quoi, mais non, parce que il lâche sur le chrono. Donc, ouais, ouais, ouais. Petite déception. Et d'ailleurs, c'est pareil sur Tirreno. Les sprinters se sont montrés avec le nom d'Andrezen, mais il n'y avait pas de leader pour le classement général. C'était Mulberger qui avait ses opportunités pour le choix général. Il s'est planté. Félix Gall était prévu, il a été retiré de la course. Et la Pera était là pour essayer de sprinter en boss, mais la Pera n'a pas réalisé un super petit vélo Adriatico non plus. Donc, ouais, Decathlon, petit point négatif. Là, il n'y a pas eu de coureur au classement général entre Richie Tello, Gall, Stone Bittet, euh, c'est que ça, ceci simplement, paraît peintre. Il n'y avait aucun des 5 qui était présent, du coup ça fait que bah, l'équipe a un peu été absente dans la lutte pour le général.
À noter la quatrième place de Visma qui ne fait pas un mauvais chrono. Et également la Red Bull Bora cinquième. Enfin, c'est les grandes puissances du peloton, hein, simplement. Petite déception pour ma part, c'est l'équipe UAE qui finit huitième à 37 secondes. Et c'est pas ouf, tout simplement. Et c'est un peu effrayant parce que c'est quand même une très grosse équipe qui était présente avec du Sivakov, du Erogots, du Politz, du Ivo Oliveira qui est un pistard de ouf, Igor Arrieta, McNulty, Marc Soler. Sur papier, c'est que des gros noms de rouleurs. Ça finit à 37 secondes, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Et quand je parlais il y a quelques semaines des contre-performances de Polit ou Sivakov, bah, ces deux-là sont encore là dans les disaster class que propose UAE. Ça sent pas bon pour eux. Ensuite, l'étape 4, du coup, l'étape de tous les dangers. Sur le papier, l'étape est assez intéressante. Tu peux t'attendre à un sprint en boss pour les favoris. Sauf qu'il y a eu bordure toute l'étape et de la pluie toute l'étape. Ce qui fait que c'était bien tendax dans le peloton. C'était bien euh, intense, bien nerveux. Et au final, ben, on s'est retrouvé rapidement avec une bordure, avec du Vauclin piégé, du Lenny Martinez piégé et quelques autres coureurs type Rondel piégé. On a appris plus tard que Vauclin, ben, en fait, était bien placé de base. Il s'est fait pousser par un autre cycliste et du coup s'est retrouvé tout à l'arrière et pris dans la bordure. Bon, ça, au moins grâce à ça, ils ont proposé l'étape dantesque où on l'a vu Vauclin pas attendu par ses équipiers parce qu'il y avait encore Oscaroli devant forcément. Mais du coup, t'avais que Godon et Vauclin qui étaient là pour Ineos et à rouler derrière et à se mitrailler les jambes pour essayer de revenir. Ça reviendra jamais au final parce que devant, il y a la Visma qui a un peu roulé. Il y a surtout la Red Bull Bora qui a roulé toute l'étape pour réaliser ce coup de bordure et qui a réalisé une masterclass tactique. Collectivement, c'est une masterclass qu'a proposé la Red Bull Bora avec la Felipe Martinez qui va finir deuxième de l'étape derrière Vingegaard, avec les deux frères Van Dijk qui finissent troisième et quatrième parce que c'est eux qui ont roulé et surtout en étant à l'avant, ils ont évité toutes les grosses chutes, tous les accidents qui a pu se passer derrière eux. Donc entre du Marcenaire qui a chuté, je pense, avec toute l'équipe UE, l'abandon de Juan Ayuso sur chute, la chute de Oscaroni, ce qui fait qu'on s'est vite retrouvé à 5 à l'avant. C'était Nico Denz, le quatrième Red Bull Bora, et Vingegaard qui était là, qui a esquivé tous les problèmes, on ne sait pas comment, alors que même ses équipiers ont été dans les chutes. Donc, masterclass de Vingegaard qui, à la fin, avait juste à conclure le tap-in proposé par la Red Bull Bora. Franchement, le match entre Martinez et Vingegaard, enfin, il n'y a pas match, tout simplement. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, largement. Et Martinez revient un peu à son niveau d'antan, petit à petit, mais il manque encore beaucoup de choses. Et on va voir sur les prochaines étapes que malgré toute l'avance qu'il a récupérée sur cette étape dantesque, il n'a pas été totalement en sécurité non plus pour sa deuxième place au général. Enchaînement avec la cinquième étape de Paris-Nice où Vingegaard du coup s'est imposé à nouveau en solitaire devant Valentin Parepad qui a su profiter du fait qu'il était plus dans la lutte au général pour s'extirper du groupe avec Lenny Martinez, Vauclin, Terrada, Daniel Felipe Martinez, Steinhauser, etc. Étape, on va dire, sur le papier qui était hyper intéressant. Je m'attendais à quelque chose de fou. Et bon, le classement général a un peu gelé les écarts entre les mecs derrière. Et vu que Vingegaard, au moins, il est parti et personne n'a su le suivre. Et du coup, il prend 2 minutes facile sur tout le monde. Étape 6, étape de transition. Je m'attendais à une échappée qui allait au bout. Mais dans le peloton, ça avait l'air de penser autrement. Et clairement, à la fin, c'est les punchers, sprinters qui ont tenté de se jouer la gagne. Sauf que les leaders du général ont aussi tenté leurs attaques petit à petit. Mention honorable à Lenny Martinez qui n'a fait que attaquer en permanence. Et à la fin, c'est Terrada qui arrive à sortir et à réaliser une bonne descente pour s'imposer.
Du coup, Terrada s'impose et ça va lui faire du bien. Il est en forme en ce début de saison, il performe bien. C'était le moment bah, d'avoir son petit succès et c'est chose faite. Ensuite, étape 7 qui a été totalement remaniée à cause de la neige et pour éviter tout incident, toute chute, tout problème. Il n'y a eu que de la montée. C'était que du faux plat montant sur 47 km. Arrivé à Isola. Au début, moi, je me disais, mais Isola, c'est de la montagne, c'est de la haute montagne, tu vois. Sauf que c'est Isola 2000, la haute montagne. J'ai totalement zappé ce petit détail. Et du coup, bah, l'arrivée à Isola fait que c'est Dorian Godon qui va s'imposer au sprint devant William Guermet et Kiesbol. Belle victoire pour Godon. Je pense qu'il mérite amplement cette victoire d'étape. Il a été présent pour Vauclin, il a sprinté quand il le fallait. Je pense qu'il fait les 3 top 5 sur ce Paris-Nice. Bon, en tout cas, ouais, ça a fait plaisir de voir Dorian Godon à un très bon niveau dans cette équipe Ineos. Et on conclut avec la dernière étape de ce Paris-Nice qui allait de Nice à Nice, où, à la grande surprise, Elie Martinez a battu au sprint Jonas Vingegaard. Et ça va le faire du bien sur le plan personnel parce que non seulement il arrive à tenir Vingegaard sur le col, enfin sur le dernier col où ça se la donne, mais en plus de ça, bah ouais, il arrive à coller au sprint Jonas Vingegaard qui reste quand même le deuxième meilleur grimpeur du peloton. Il vient s'imposer. Malheureusement, bon, il n'y aura pas d'incident sur le classement général, tout ça, hein, à cause bah, du fait qu'il n'y a pas eu assez d'écart sur l'étape. Mais voilà, en termes de niveau, Lenny Martinez, je pense, a été dans le top 3 des meilleurs sur ce Paris-Nice, voire même le deuxième meilleur sur Paris-Nice. Il y avait Vingegaard, et puis entre Vauclin et lui, ça se joue pour savoir qui était le meilleur. Et je dis ça par rapport à ceux qui étaient encore présents sur la course et qui ont su se montrer en montagne et en côte, hein, parce que bon, Ayuso était présent, Only était présent, on le sait, voilà. Mais Lenny Martinez et Vauclin, je pense, complètent le podium des mecs les plus forts de ce Paris-Nice. Et encore, on va parler de quelques surprises qu'il y a eu sur ce Paris-Nice. Des coureurs qui ont fait le podium de ce Paris-Nice, justement, hein. Il y en a un dont j'ai pas beaucoup parlé là, mais qui fait le podium de Paris-Nice. Personne ne sait trop comment. C'est une grosse surprise, mais en même temps, c'est mérité amplement. Il s'agit de Georg Steinhauser. L'Allemand a déjà remporté l'étape sous le Giro il y a quelques années, l'année passée il y a 2 ans. C'est un nom connu, mais qui a du mal à être régulier, qui a du mal à s'imposer. Et cette année, ça a l'air d'être peut-être la bonne. Peut-être que là, ce Paris-Nice a été un déclic pour lui. En tout cas, l'Allemand vient faire troisième du général. Et il profite un peu de cette étape casse-patte qu'il y a eu entre Bourges et Huchon. Mais à côté de ça, on pouvait très bien se dire, bah en fait, il y a un moment, il va quand même craquer, le général, il va sauter, tu vois. Mais pas du tout. Il a toujours été au niveau. Des assauts de Vauclin, de Lenny Martinez, de Valentin Parepa, de Terrada, tout ça. Il y a eu l'étape où il a un peu craqué, il s'est fait très bien tracter par Alex Baudin, qui lui aussi finit top 10 du général. Et l'équipe IF a été vraiment solide. Et sur la dernière étape de Nice à Nice, on a même l'impression que Steinhauser est plus fort que Vauclin. Donc c'est pour dire à quel point bah, l'Allemand a été un peu. Il a été attaqué, mais je pense qu'il n'a jamais été vraiment terrifié par Vauclin pour ce podium. Et c'est de bon augure pour la suite de sa carrière. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'il peut ambitionner maintenant qu'on a vu ça. Euh, il faut te dire que bah, déjà, il a déjà remporté l'étape sur le Giro, donc je vais pas arriver et dire ouais, franchement là, ce qu'il a montré, il peut gagner l'étape sur le Giro. Je pense même pas, je pense carrément que déjà il peut gagner l'étape sur le Tour de France, au point où on en est, parce que il a des bonnes capacités de foncier. En même temps, c'est un bon grimpeur. Je pense que d'une échappée qui va au bout sur le Tour de France, il peut très bien s'imposer. Surtout en haute montagne, on a vu des étapes. Enfin, j'ai vu le profil qu'il y a sur le Tour de France, honnêtement, il peut aller en chercher. Et
s'il se retourne sur le Giro, ce qui m'étonnerait parce qu'à mon avis ce sera encore pour Carapaz le Giro, bah, il peut jouer un top 10 quoi, mais bon, il y aura Carapaz comme je l'ai dit, je pense qu'il sera plus sur le Tour de France, Steinhauser. Et tu le revois avec un Ini, tu vois, Ini qui aime bien attaquer un peu tout le temps aussi, et puis Steinhauser qui, ouais, qui peut aller chercher sur l'étape, qui va aller prendre son étape de montagne, comme ça tout le monde, comme ça, tout le monde est content. Quant à Alex Baudin, lui, il a un programme déjà un peu défini, c'est le Pays Basque et les Ardennaises. Bah, je pense pas qu'il sera leader, enfin, c'est même sûr qu'il sera pas leader. Il y aura les options Benini, il y aura peut-être même l'option Carapace sur Alias-Bastogne-Liège. Je pense que pour Baudin, être avec les meilleurs à la fin serait déjà une très bonne chose. Maintenant, ça reste comme un peu un équipier. Il était très bon soldat sur ce Paris-Nice. Et je pense que il peut retourner sur le Tour de France cette année encore. Il y était l'année passée, c'était déjà le meilleur équipier en montagne pour Benelli l'année passée. Bah lui, j'ai envie de le voir gagner l'étape aussi, en fait, parce que ce travail de équipier, de soldat et tout, à un moment, il doit être récompensé aussi sur le plan personnel. Et ouais, il mérite une victoire d'étape sur une course, sur un grand tour. Autre coureur qui m'a assez bien surpris, et là on va rester sur le côté français, c'est le français le plus suisse du peloton, Mathis Rondel. Le coureur a réalisé un top 10 au général. On a déjà parlé avec le tour qu'il avait réalisé et début de saison en Espagne. Mais là, le top 10 de Mathis Rondel, c'est très solide parce que bah, il n'a pas été dans le bon coup, il a bouffé la bordure. Et malgré ça, bah, on a vu qu'il a réussi à tenir quand même les leaders sur les étapes un peu punchy. Et Mathis Rondel, pourtant, c'est un profil très très montagnard. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il arrive à tenir. Il finit 8ème au général. Je pense que là, la Tudor tient quelque chose en montagne avec lui. Parce que Storer, cette saison et l'année passée, ben, c'était un peu moins bon en haute montagne. Ça ne fait que top 10, enfin 10ème du général. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et peut-être que Mathis Rondel sera encore capable de faire mieux que 10ème au général. Son chrono sur le tour n'était pas mauvais non plus. Donc je pense que il n'a pas trop de faiblesses, juste il a encore besoin de progresser, il a 22 ans. Il a été prolongé jusqu'à 2030 par l'équipe Tudor, parce que l'équipe croit en lui. Et l'équipe croit en lui depuis maintenant déjà 4 années. Donc ouais, franchement, Rondel, c'est une très très belle découverte de début de saison. Et je pense que tu peux le mettre sur le Giro pour jouer à un fond de top 10. Sur 3 semaines, je pense qu'il aura la régularité de s'imposer. Et je dis pas qu'il sera dans les 10 meilleurs grimpeurs du Giro, mais je pense que sur 3 semaines, il sera capable de faire le top 10 et d'être assez malin pour se retrouver dans le classement. Et enfin, dernier coureur qui m'a montré une bonne image, malgré qu'à la fin, c'est 11e au classement général, donc en dehors du top 10, c'est Matteo Vercher de la Total Energy. Lui, pareil, lui, c'est plus un profil puncher par rapport aux autres qui ont des profils assez grimpeurs et tout. Vercher, lui, ça reste un pur puncher qui grimpe mieux que les années précédentes. De ce fait, bah, tu le sens aussi un peu plus capable de tenir sur des étapes comme Paris-Nice et les faire justement. Malheureusement, il échoue à la 11e place. Il n'avait pas de niveau, je pense pas être dans le top 10. Le top 10, c'est que des grimpeurs, c'est que du solide. Maintenant, à la fin, il finit 11e. Physiquement, je trouve qu'il est présent, et ce depuis le début de saison. Je pense que tu peux l'envoyer à nouveau sur le Tour de France, parce que il y a de quoi aller chercher une étape. Je ne sais pas comment la Total va s'y prendre pour remporter l'étape, mais ils ont de quoi remporter une étape sur le Tour de France 2026. Ils ont plein d'options qui sont ultra solides. Je pense à du Breuillard qui est arrivé et qui est bon. Je pense à Vercher qui est bon aussi, qui commence à proposer des trucs solides, même en montagne. Il y a encore plein d'équipiers dans cette équipe, type Janière, Gégat aussi, s'il revient bien, il y a Turgis. Il y a moyen de proposer une équipe ultra solide.
sur le Tour de France pour l'équipe Total, qui sera hyper offensive. Et ouais, Vercher, je pense que ce sera un des mecs qu'il faudra surveiller pour l'équipe sur le Tour de France. Je pense qu'il n'y a pas de programme annoncé pour lui, mais à mon avis, il sera sur les Ardennaises parce qu'avec son niveau, ce serait totalement mérité. Je sais pas ce que je le vois jouer sur les Ardennaises. Si je vois un mec qui va en échapper, essayer de gratter des places, ou si je vois un mec qui fait top 20 un peu des trois Ardennaises. Mais en tout cas, Vercher, c'était vraiment un beau pari de sa part. Ce qui conclut, du coup, ce récap de la semaine euh, italienne pour ma part, mais franco-italienne dans le vélo. Les prochains rendez-vous, ça va être Milan-San Remo, et à mon avis, il y aura une petite preview qui parlera un peu des classiques, de la rivalité Pogacar et Van Der Poel. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Paris-Nice et Tirreno Adriatico sur la suite de la saison. Normalement, il y a 3-4 vidéos de prévues pour amorcer les classiques flandriennes et ardennaises. Donc peut-être que les previews reprendront plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager si vous aimez le contenu. Les podcasts sont toujours disponibles sur Spotify et les plateformes de podcast. Donc Apple Music, Apple Podcast, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous préférez ce format-là, à passer dessus. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour la preview de Milan San Remo et des classiques. Ciao, ciao!